Bordeaux va peut-être réintégrer la 4e division française. On n'est pas encore mort les amis. On a tout traversé de l'invasion des sauterelles jusqu'à la pluie d'astéroïdes. Mais ça y est, on voit enfin une petite lumière au bout du tunnel. Elle est très légère, mais il me semble... Attends, j'arrive. Forza à tous, c'est Snake qui kill le championnat de régional. Avant de démarrer cette vidéo, il faut que vous sachiez une chose. Je suis dans un environnement tout blanc parce que je suis en plein déménagement. J'espère que cette pièce du coup sera prête et décorée avant la reprise du championnat. En attendant, tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne, tu actives les notifications et surtout tu mets ton plus beau pouce bleu, c'est très important. Vous avez suivi ça la semaine dernière, Bordeaux avait besoin de 10 millions d'euros mis sur un compte bancaire sous séquestre dans le but d'obtenir un avis favorable du CNOSF et d'être réintégré en national. Pour avoir ces 10 millions d'euros, il fallait que le rachat se fasse, il fallait qu'il s'officialise. Ça a été fait dans la nuit de jeudi à vendredi de la semaine dernière, donc vraiment quasiment moins de 24 heures avant que le dossier devait être envoyé au CNOSF. Vraiment, ça s'est joué à la dernière seconde, ça a été très très chaud. Mais heureusement, un accord a été trouvé. Aujourd'hui, ça a été officiel. Sparta Capital rachète 100% des parts du club à Gérard Lopez. Bien entendu, tu as compris que si Bordeaux ne rejoue pas en National 1, les investisseurs pourront se retirer. Ça fait partie des clauses de ce rachat et donc le club devrait vraisemblablement être liquidé. Tout cela, ce sera effectif que quand le COMEX de l'FFF aura réintégré les Girondins de Bordeaux. Donc on est encore un peu suspendu aux décisions des instances. Alors on va pas revenir sur ce qui s'est passé avec Gérard Lopez durant ces 5 dernières années. C'est vrai que sportivement, si on prend le factuel, le club était en Ligue 1. Première saison, bam, on tombe en Ligue 2, on encaisse 100 buts, c'est une catastrophe. Après, on est en Ligue 2, et là, il ne veut plus financer la dette. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il décide de restructurer le club de plus bas. Il a réussi à réduire la dette de 100 millions d'euros, je crois, à peu près 25 millions d'euros aujourd'hui. Alors, moi, j'ai donné une seconde chance. Je me suis dit, voilà, maintenant que le club est restructuré de plus bas, il va remonter petit à petit. J'ai validé, j'ai été critiqué pour ça. J'ai validé ce plan de continuation parce que je ne voulais pas que le club aille en régional. Et malheureusement, eh ben, contre toute attente, alors qu'il avait dit en janvier qu'il y avait 2 budgets, un pour la National 2 et un pour la Ligue 3, et bien finalement il a décidé qu'il ne voulait plus financer du tout le club. Si j'avais été à sa place, j'aurais avancé les 9 millions d'euros ou les 10 millions d'euros et après je les aurais récupérés une fois que la vente aura été officialisée. Comme ça tu mets pas le club en difficulté, comme ça tes recrues elles se barrent pas parce que Bangoura est parti, parce que Villette, le meilleur buteur du club, il est parti. La préparation elle est pour l'instant complètement tronquée, les joueurs s'entraînent mais ils ont plus trop eu la tête aux sportifs, ils étaient plutôt à avoir la tête à l'extra-sportif, ils étaient plutôt tous inquiets. Donc pour moi c'est mettre le club en difficulté alors que tu avais toutes les cartes en main pour réussir entre guillemets ta sortie. Puisque si tu avançais la somme, au moins, on aurait pu dire ce qu'on voulait. Moi, le premier, j'aurais pu dire, vous pouvez l'insulter tout ce que vous voulez, mais il aura fait son travail d'actionnaire. Mais là, je ne peux pas le dire. Ça me laisse un goût amer. Tu vois, ça me laisse un goût amer de me dire, putain, ça aurait pu passer nickel, on aurait pu être déjà en train de préparer la saison prochaine. Et non, il a fallu que finalement, ça se passe comme ça et qu'on doit maintenant transpirer devant le CNOSF et devant la FFF pour espérer être réintégré, ce qui n'est pas encore le cas. Allez, maintenant, on referme le passé, on n'en parle plus, c'est fini, on va parler maintenant de l'avenir. Qui sont les investisseurs qui veulent racheter les Girondins de Bordeaux? Évidemment, en premier lieu, Sparta Capital, c'est un fonds d'investissement dirigé par Franck Thuil. Franck Thuil avait déjà récupéré le Milan en 2018, il me semble, qui par la suite, en quelques années, est redevenu champion d'Italie. Donc ça a été une réussite pour lui. Maintenant, il s'est intéressé aux Girondins de Bordeaux. Et vous allez voir qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, Sparta Capital, c'est un petit peu des intermédiaires. Pour simplifier un petit peu le montage de ce rachat, c'est en quelque sorte un fonds d'investissement dans un fonds d'investissement. Voilà. Alors, je ne suis pas un spécialiste du juridique et de la finance, mais c'est vraiment pour vous simplifier les choses, nous, pauvres mortels, pour qu'on puisse comprendre à peu près globalement ce que ça veut dire. Sud-Ouest nous apprend donc que Park Bank est représenté par James Board, qui va devenir l'actionnaire majoritaire des Girondins une fois, évidemment, que la réintégration en N1 sera validée. On ne le répétera jamais assez. Ce monsieur, c'est un entrepreneur britannique, mais il est aussi très connu pour être un joueur de poker, même un joueur professionnel de poker. C'est également un passionné de data. Et ce James Board, il n'est pas venu seul, il est accompagné de 3 autres personnes. La première, Evan Sofer, c'est un entrepreneur américain, c'est le cofondateur de Park Bank avec du coup James Board. Il partage 2 grandes passions avec James Board, c'est le poker lui aussi et le business sportif. Les 2 hommes se connaissent très bien et ils ont déjà un pied dans le football puisque tous les 2 sont actionnaires majoritaires du club, d'un club de D2 écossaise qui s'appelle, attendez je vous le dis, l'Athletic Dunfermline. Bref, voilà. Et ils sont également actionnaires minoritaires de Cordoba en D2 espagnol. Le 3e bonhomme, c'est Félix Romeyer. Lui, c'est un Allemand. Il a déjà fait équipe avec James Board pour la tentative de rachat de Sheffield, mais qui a avorté. Il n'y a pas eu de rachat du coup. Mais du coup, voilà.
lui aussi, eux aussi, ils se connaissent. En fait, tout le monde se connaît dans ce milieu. Et enfin, la quatrième personne, c'est Jérémy Green, fondateur et gestionnaire de portefeuille de Renmile Group LLC, une société d'investissement spécialisée dans le secteur de la santé. Donc rien à voir avec le foot, hein. Ce sera le quatrième actionnaire des Girondins. Et apparemment, ce serait quelqu'un de très influent, même si il n'a pas forcément d'expérience dans le foot, visiblement. En tout cas, ça fait quand même pas mal de monde hein, pour un rachat. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, franchement, d'un point de vue personnel, évidemment que je préférerais un rachat un peu plus simple, c'est-à-dire un mec qui rachète un club et terminé, voilà, il y a une personne ou une société ou une entreprise et comme ça, tu n'as pas forcément à craindre peut-être des désaccords entre les personnes parce que quand tu as des désaccords entre des actionnaires, bon, c'est le majoritaire, il me semble, hein, qui a la main et qui décide, hein, mais bon, ça rend toujours peut-être des fois les décisions un peu plus longues à prendre. Après, je ne sais pas comment ils vont s'organiser, ça se trouve, il y en aura un homme fort qui prendra la décision et du coup, il n'y aura pas de problème. Bon, voilà, en tout cas, c'est 4 personnes qui sont derrière le rachat des Girondins de Bordeaux, bien guidées et téléguidées par Sparta Capital, qui est un petit peu l'entité qui maîtrise un petit peu tout, qui coordonne un peu tout le monde et qui s'entoure du coup d'investisseurs. Je ne vais pas forcément juger, je ne connais pas, je ne vais pas dire ouais c'est nul, ouais c'est super bien. On a été suffisamment traumatisé pendant des années de décisions compliquées, de rétrogradation à digérer, que pour moi aujourd'hui j'ai plutôt envie de dire, d'être un petit peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Voilà, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux, on ne vous jugera que sur les actes. Nous on a envie d'avoir une équipe compétitive, dans une atmosphère sain, avec des gens qui tiendront leurs engagements. Moi la seule question que je me pose et qui est très importante c'est ces personnes-là ont-ils les fonds pour payer qu'une saison ou pour pérenniser le club sur plusieurs années? Parce que c'est vrai que là, on a de l'extérieur l'impression qu'on a galéré pour trouver ces 10 millions d'euros. Ce que j'ai peur, c'est que si on monte en Ligue 3 l'année prochaine ou qu'on ne monte pas d'ailleurs, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va devoir refaire un tour de table et galérer pour trouver de l'argent? Ou est-ce que ça y est, tout est carré? Parce que si c'est pour faire un all-in raté, parce que ça peut arriver, parce que le football ça reste un sport et ça reste aléatoire, et du coup repartir et être liquidé la saison prochaine, au final on aura encore perdu un an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je veux bien leur donner leur chance, mais je veux être rassuré en tant que supporter sur les moyens financiers de ces personnes sur le long terme. On va parler maintenant du nouveau président des Girondins de Bordeaux. Vous avez vu, ça a été officialisé hein, pour piloter ce projet. Sparta Capital et Park Bank ont décidé de nommer un homme fort, un homme qui sera le futur président des Girondins de Bordeaux, Monsieur Delport, et ce n'est pas n'importe qui, attention. Dominique Delport, 58 ans, natif de Toulouse. Alors on rappelle quand même que c'est le deuxième club du Sud-Ouest derrière les Girondins de Bordeaux. Alors je ne vais pas vous raconter ça live, mais je vais essayer de le présenter très rapidement. Hein. Du coup, c'est un ancien journaliste qui s'est reconverti pour devenir un communicant d'envergure, passé par M6 ou Vivendi jusqu'à prendre la présidence d'agences de communication reconnues à l'international. Il est également producteur, il a remporté un Emmy Award, je ne sais pas dans quoi, dites-le moi dans les commentaires, je n'étais pas au courant de tout de ça. Hein. En 2021, il a fondé sa société de conseil stratégique et d'investissement, Arduina Partners, surnommé le roi du discours. Voilà, c'est son surnom, le roi du discours. Il est quand même très bavard, vous avez vu hein, sur les réseaux sociaux, on va en parler là, sur X, il a répondu à quasiment tous les supporters. Je donnerai mon avis après sur ça. Il est décrit comme un proche de Vincent Bolloré et d'Emmanuel Macron, pour qui il travaillait en 2022 à la campagne électorale du président de la République. Donc ça veut dire que le mec quand même, il a juste un réseau de fous furieux. Hein. Alors je ne juge pas les personnes qui côtoient, hein, je ne fais pas de politique sur ma chaîne YouTube, hein, mais en tout cas ça dénote quand même qu'il a de sacrées relations. Ça peut servir hein, d'avoir dans un club de foot, hein, pour un club de foot d'avoir des relations, si tu vois ce que je veux dire. Allo, Comex de la FFF, bref. Et pour couronner le tout, le 16 mars 2026, donc c'était il n'y a pas très longtemps, il a eu la Légion d'honneur. Mais moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est surtout que le mec, il est très bavard sur les réseaux sociaux. Et il a répondu à beaucoup de supporters, à beaucoup de questions. Alors, il n'a pas pu forcément rentrer dans les détails, on ne sait pas grand-chose sur le projet de Sparta Capital encore aujourd'hui. Mais moi, je trouve que ça casse vraiment avec Gérard Lopez qui, lui, passait plutôt par la presse. Il n'osait plus trop parler directement hein, depuis la rétrogradation du club national 2. C'est plutôt quelqu'un qui parlait soit par médias interposés, soit par son avocat, etc. Les gens ont d'ailleurs critiqué Gérard Lopez pour ça. Et là, on a la présidente qui c'est tout l'inverse. Lui, il arrive, il parle à tout le monde, peut-être trop, et les gens, pareil, ne sont toujours pas contents. En fait, on n'est jamais content. C'est soit tu parles pas assez, soit tu parles trop. Bon, voilà. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas parce que je trouve qu'au contraire, c'est bien d'établir une proximité avec les supporters dans un moment où on a envie d'être rassuré, même si pour l'instant, il ne peut pas vraiment nous rassurer parce qu'on n'a pas encore passé le COMEX. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Je vous dis, tant que si ce sont des gens compétents, on jugera évidemment sur le long terme, hein, mais s'ils ont de la compétence, s'ils ramènent Bordeaux à sa place, moi, qu'ils soient bavards sur Twitter, je m'en fous. Hein. Franchement, c'est pas... alors ça, j'ai envie de te dire, je trouve que c'est même bien. Voilà, c'est moderne, on est en 2026, on parle, on répond, on joue, on rigole.
C'est aussi du foot, on a un petit peu oublié, il faut un petit peu dédiaboliser tout ça, désacraliser tout ça. Ça reste un sport, ça reste pour certaines personnes un jeu. Alors pour moi, Bordeaux, c'est pas un jeu, vous le savez, hein, pour moi, je joue ma vie dessus, et c'est pas forcément bien, d'ailleurs. Mais voilà, il faut un peu dédiaboliser, dédramatiser tout ça. D'ailleurs, il a réussi son coup, regardez, il arrive, ça fait même pas 2 jours qu'il parle, ça y est, tout le monde en parle, tous les médias en ont parlé. Peut-être que c'était sa technique, peut-être qu'il s'est dit, il faut que je sois très actif pour qu'on commence à parler de Bordeaux. C'est une stratégie comme une autre, et vu le CV du bonhomme, les études qu'il a fait et ses qualités dans la communication, je pense quand même qu'on est très mal placé pour critiquer sa stratégie. Je pense que les gars, il sait ce qu'il fait. Putain, ça y est, maintenant on va dire que je fais de la lèche. Et maintenant, que va-t-il se passer? Mercredi, rendez-vous très important pour les Girondins de Bordeaux. Ils vont aller au CNOSF, le Comité National des Sports Olympiques, si je ne dis pas de bêtises, pour défendre leur projet, prouver que les sous sont bien arrivés, et c'est déjà le cas, et espérer un avis favorable. Parce que là, en fait, il y a 2 possibilités. Soit ils émettent un avis favorable, et dans ces cas-là, dans les 24 à 48 heures, c'est le COMEX de la FFF qui va se réunir et décider ou pas de réintégrer Bordeaux, car on rappelle que l'avis du CNOSF, c'est que consultatif, d'accord? C'est pas eux qui décident, c'est la Fédération Française de Football qui aura le mot de la fin. Par contre, si le CNOSF émet un avis défavorable, là, il n'y aura pas de COMEX, et là, le seul recours qu'aura Bordeaux, c'est le tribunal administratif. Mais là, on part dans des procédures longues et fastidieuses, et le danger d'une liquidation judiciaire replanera de nouveau dans le club scapulaire, et là, carrément, tous les joueurs vont se barrer. Là, ce sera clair, ce sera le début de la fin, si j'ose dire. Mais si tout se passe bien, qu'on passe le CNOSF et que le COMEX nous réintègre en National 1, on se retrouvera dans le groupe Ouest. Et là, vous allez me dire, mais attends, Adrien, c'est pas possible, le calendrier est sorti, du coup, c'est mort, on pourra pas être intégré, ils voudront pas. Eh bien, si, parce que dans les textes, si vous allez bien voir dans les textes, tu peux très bien réintégrer une équipe, hein, sauf que maintenant, le championnat ne sera pas à 16, mais à 17. Tu auras une équipe en plus. Ils vont devoir du coup refaire le calendrier de ce groupe, ce sera un bordel sans nom, et à chaque fois il y aura un exempté, voilà, qui se reposera pendant la journée de championnat. Bon, techniquement c'est faisable, il n'y a pas un règlement qui interdit ça, je préfère vraiment dire la vérité parce qu'on entend beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux. Et je voudrais aussi revenir sur un truc qui tourne sur les réseaux sociaux, comme quoi le CNSF ne peut pas valider le dossier de Bordeaux et émettre un avis favorable parce qu'il y a de nouvelles pièces au dossier. Parce que oui, le CNSF, en fait, eux, ils vont juste reprendre l'appel qui a été rejeté par la FFF, si vous voulez. Ils ne sont pas censés juger sur des nouveaux éléments qui sont totalement inconnus à ce qui a été présenté à la DNCG. Genre même si, je sais pas, Elon Musk il arrive avec 1 milliard, ils diront, ben non, il n'était pas là à la DNCG, nous, c'est comme s'il n'existait pas, nous on va juger que sur ça. Non, Bordeaux n'a pas de nouvelles pièces. En réalité, c'est Sparta Capital qui pilote le rachat, c'est Sparta Capital qui est allé devant la DNCG, ils n'avaient simplement pas encore les sous sur le compte. Donc eux, ils vont aller devant le CNSF, ils vont montrer que les sous sont sur le compte, il n'y a pas de nouvelles pièces, il y a simplement Sparta Capital qui a l'argent. En exemple, hein, il y a Sochaux qui dans les mêmes conditions a été réintégré, il y a Lens, je crois, en 2021-2022 qui a été réintégré dans les mêmes conditions, et Bordeaux, d'ailleurs nous aussi, on était arrivé devant le CNSF, rappelez-vous, hein, il y a quelques années, et c'était passé. On n'était pas descendu national, on était resté en Ligue 2. Donc c'est déjà arrivé. Après, il y a des contre-exemples. Sedan, par exemple, eux, le CNSF a dit oui, le COMEX a dit non, et ils sont repartis en R3 carrément. Donc il y a 2 sons de cloche. Moi, je pense que ça va passer, je vais vous dire pourquoi. Pour moi, il n'y a aucun intérêt pour personne que Bordeaux soit refusé de réintégrer la N1. Pourquoi? Parce que la FFF et le CNSF, ils savent très bien que s'ils disent non, Bordeaux va être liquidé. Ils le savent très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bordeaux se retrouverait en régional. Imaginez le bazar en régional. On en parlera dans une prochaine vidéo. On essaiera de s'imaginer un monde où Bordeaux est en régional. Déjà, ce sera un bordel sans nom parce que les stades ne sont pas du tout adaptés. Déjà en N2 c'est très compliqué avec Bordeaux, vous l'avez vu, ça pose des problèmes de sécurité énormes, mais en régional ce sera un immense bazar sans nom pour les forces publiques qui seront mobilisées alors qu'ils ont des choses plus importantes à faire. Ensuite, ça n'arrange pas la Fédération Française de Football qui a envie de promouvoir sa Ligue 3. Elle a envie que le plus vite possible Bordeaux puisse remonter en Ligue 3 parce que ça leur fera plus d'audience, plus d'audimat, peut-être ça va leur amener de nouveaux sponsors, et Bordeaux est un club qui compte. Je sais que ça fait grincer des dents et tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne, et qu'on le veuille ou non, que vous soyez fâché ou pas, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir à dire. Je comprends qu'il y a une équité sportive à respecter, qu'on peut pas juger, mais en fait ce sera toujours comme ça. Il y aura des clubs qui seront toujours un petit peu plus protégés que d'autres parce que ce sont des clubs qui comptent dans le paysage du football français, et ça comptera. Il y aura aussi un peu de politique. Il y a, je crois, le maire de Bordeaux qui a beaucoup travaillé sur le rachat du club, également par Sparta Capital qui était derrière aussi le rachat. Il y a aussi du jeu politique derrière ça, il y a aussi des pressions, il va y avoir des pressions, il va y avoir du lobbying. Je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas déjà parlé en amont au COMEX, au CNOSF. Je ne peux pas croire que les mecs, ils ont mis 10 millions d'euros sur un compte sous séquestre sans être sûr qu'il n'y ait pas au moins une petite chance que ça fonctionne, parce que si clairement on leur avait dit non, c'est de nouvelles pièces, ça marchera pas, non, on dira non, ils ne seraient pas venus. Donc moi je pense qu'il y a une chance. Moi j'étais plus inquiet sur le fait d'avoir l'argent. Pour moi le plus dur c'est d'avoir l'argent. J'étais vraiment pas sûr qu'on l'a vu jusqu'au dernier moment. Quand on l'a vu, je me suis dit
Franchement, ça va le faire parce que je ne vois pas. Après, je peux me tromper, c'est pas une info que je vous donne, c'est que mon hypothèse. Je ne vois vraiment pas le CNOSF et le COMEX se refuser. Pour moi, ça va passer pour les raisons que je viens de vous dire. Et maintenant, le sportif dans tout ça, écoutez, le sportif, on aura le temps d'en reparler parce que pour l'instant, on est plutôt concentré sur l'extra sportif. Mais la préparation a commencé. Bordeaux a perdu 2-1 contre Bayonne. Premier match de prépa, alors que les joueurs n'avaient plus tout la tête au football, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Enfin, c'est une équipe qui était quand même 3ème de N2 la saison dernière, donc c'est plutôt bien. La recrue Kofi a été pas mal, la recrue Diallo également a été pas mal aussi. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Maintenant, évidemment, je suis un petit peu déçu. Je vous avais dit qu'avant la rétrogradation en Régional 1, on avait une équipe pour remonter directement en Ligue 3, car La Roche-sur-Yon, du coup, est montée. Châteauroux a été reversé ailleurs. Bayonne, qui a fait une grande saison, a perdu la moitié de son effectif. Je ne voyais aucun club menacer Bordeaux cette saison. Rappelez-vous, l'année dernière, La Roche avait gardé tous ses joueurs, sauf Mathieu Villette, qui avait signé à Bordeaux. Bien des courses, ils sont montés en faisant une saison extraordinaire, en marquant 65 points, quasiment du jamais vu. Voilà, parce qu'ils ont eu de la stabilité. Et en N2, ce qui compte, c'est pas d'avoir un gros budget, c'est d'être stable, d'avoir des bons joueurs et d'être stable. Là, on allait être pour la première fois stable puisqu'on avait conservé 90% de l'effectif. On n'avait perdu que Openda et Griot, qui ont été d'ailleurs remplacés par Bangoura, et Griot, vraisemblablement, ça aurait été Almami Touré qui l'aurait remplacé. Donc on avait vraiment une équipe, plus les recrues, parce qu'il allait y avoir des recrues en plus qui étaient prévues, pour monter directement. On aurait pour moi écrasé le championnat, et je le dis en étant complètement sincère, parce que tu avais les mêmes joueurs, parce que tu avais le collectif, et aussi parce que le groupe de Bordeaux sera plus faible que la saison dernière. Le groupe de Bordeaux de National 2, qui est devenu du coup National 1, pour moi sera plus faible cette année que la saison dernière. Voilà pourquoi c'était quasiment impossible d'imaginer Bordeaux ne pas finir premier dans ces circonstances. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, on a perdu Mathieu Villette, qui en avait marre d'attendre. On a perdu la recrue Bangoura. Pour moi, on ne va plus écraser le championnat, en tout cas à l'instant T. On verra évidemment les recrues, parce que là, il faut refaire toute la ligne d'attaque. Là, il faut 2 buteurs, un ailier et un défenseur. En fait, il faut 4 joueurs, mais de haut niveau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quand même... Alors, c'est pas aussi pire que la saison dernière, où on avait refait toute l'équipe, quasiment. Là, on va quand même garder une grosse partie de l'effectif. Il y a Pierre Lavenant qui est toujours là, qui est un très bon joueur, et on a mis le terrain qui est meilleur que la saison dernière. Mais il faut refaire toute la ligne d'attaque. Donc, pour l'instant, je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on va jouer la montée. Je pense qu'on jouera la montée, mais ce sera beaucoup plus compliqué que ce qui était prévu. Là, je ne suis pas persuadé qu'on puisse finir premier de la saison prochaine. Voilà, clairement. La prépa, elle est tronquée. Les joueurs, ils vont mettre du temps pour se remettre en jambes, pour se remettre la tête à l'endroit. Et ça, c'est vraiment si ça se passe bien qu'on est réintégré en N1, parce que c'est pas encore sûr. Hein. Et derrière, il faut qu'il y ait un mercato. Mais le mercato est déjà bien avancé. Il y a des joueurs bons qui ont déjà signé ailleurs. Comment on va faire? Quel est le réseau de Sparta? C'est beaucoup de questions qui sont aujourd'hui sans réponse. Donc aujourd'hui, je suis dubitatif. Et je crains qu'on galère un petit peu la saison prochaine en National 1 malheureusement, alors que tout était fait pour qu'on puisse remonter directement. Heureusement, il y a des joueurs qui sont restés et ça, c'est incroyable. Si on monte l'année prochaine, il faudra leur faire une statue, les gars. Je pense à El Ajam, je pense à Lavenant, je pense à tous les joueurs qui sont restés, qui aiment le club, qui sont là. Franchement, ce sont des héros, les gars. Je veux dire, est-ce que vous imaginez un petit peu ce qu'ils endurent? Peut-être qu'ils ont refusé des propositions et les mecs, ils restent parce qu'ils sont en mission, ils sont là pour le club et ils veulent faire remonter le club. Moi, je trouve que c'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique et merci du fond du cœur. Vous êtes des héros, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer, on ne vous oubliera jamais. Maintenant, je vais vous demander dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes confiant pour la suite ou pas du tout. Évidemment, il y a d'autres vidéos qui vont sortir, probablement également des lives sur Twitch pour qu'on puisse se parler un petit peu parce que c'est vrai que l'été a été long. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de contenu ces derniers temps, vous l'avez vu, parce que voilà, j'étais en plein déménagement, beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, vous savez, je suis père de famille maintenant. Voilà, c'est compliqué de sortir des vidéos du contenu régulier. Je sais qu'en ce moment, il y a une grosse actualité, donc je vais vraiment mettre les bouchées doubles pour vous satisfaire et pour essayer de vous expliquer les choses de manière, comme d'habitude, totalement spartiate. Je pense à Sparta, spartiate. Je vais essayer, comme d'habitude, de vous dire les choses de manière sincère, transparente et franche, comme à mon habitude. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis. Ici, on est impartial. Il n'y a personne qui nous achète et personne qui nous achètera jamais. On est où? On est là. Mangez des chocolatines et allez Bordeaux!